C'est vrai, cette vidéo ressemble à un comparo habituel à la sauce Motojournal. On y trouve 3 nouveaux modèles 2025 tout à fait comparables. 3 motos dans la catégorie des roadsters, 3 motos japonaises et fabriquées au Japon, 3 motos équipées d'un 4 cylindres en ligne qui frôle le litre de cylindrée. Et à leur guidon, on trouve 3 journalistes, eux aussi tout à fait semblables. À la fois beaux, intelligents, on n'est pas loin de 200 bornes. Ça Donc tu fait divises 6 par pour... et surtout très doués au guidon. Mais ne vous fiez pas aux apparences, car tout ceci n'est pas seulement un comparo, c'est avant tout une enquête pour meurtre. Et oui, il y a bien une vraie tueuse parmi nous. Une moto qui veut pas seulement batailler avec la concurrence, mais carrément l'exterminer. Mais alors qui est cette tueuse présumée? Je sais, le suspense est insoutenable. Mais bon, je vous propose qu'on commence par énoncer les 3 P et normalement niveau suspense, ça va se calmer. On commence par la Kawasaki Z900. 9 990 € en noir et 10 249 € avec ce coloris cadre vert. Ça reste la moins chère. Elle fait aussi 213 kg à plein et 124 chevaux. Ça, c'est clairement la moins puissante. On passe à la Suzuki GSX-S 1000. Madame la plus chère à 13 799 €. La plus lourde à 214 kg tout plein fait. La plus puissante à 152 chevaux. Enfin, la plus puissante à égalité avec la Honda Hornet 1000. 152 chevaux pour elle aussi. 211 kg tout plein fait, c'est la plus légère, et 10 599 €. Donc pour résumer, la Honda, c'est la plus légère, la plus puissante avec la Suzuki, et elle coûte seulement 350 € de plus que la Kawa, et carrément 3200 € de moins que la Suzuki. Bref, je vais pas vous faire un dessin. Dans notre enquête, le principal suspect, on le tient. C'est pas moi. Attends mais mec, on avait du ketchup, pas de la compote, regarde, là tu t'es gerbé dessus, là, un gamin. Affaire classée alors? Évidemment que non. Parce qu'on est des fins limiers qui ne s'arrêtent pas aux évidences, on a mené cette enquête jusqu'au bout. On a d'abord collé au cul de chaque suspect à longueur de journée. Et on les a soumis à toutes sortes de tortures. Armes blanches, mise sous tension prolongée, ingestion forcée de carburant. Tout ça pour extraire des infos capitales sur le profil de chaque suspect. Les voici. C'est bon? Allez, on commence par la Kawasaki avec son moteur. Déjà, c'est le seul qui n'est pas directement issu d'une sportive. Sur la Honda, ça vient direct d'une CBR 1000 RR et sur la Suzuki, ça vient d'une GSX-R. En plus de ça, il fait 948 cm3 alors que les deux autres font 999 cm3, presque 1 litre. Donc tout ça, ça explique qu'il est quand même nettement moins puissant. C'est peut-être la moins chère, mais c'est pas la moins bien équipée, au contraire. C'est la seule, par exemple, qui propose un levier d'engrenage réglable. Et puis au niveau électronique, pareil, il y a plein de trucs en plus. C'est la seule à avoir une centrale inertielle à 6 axes. Ça permet d'avoir un ABS qui fonctionne en virage. Les deux autres l'ont pas. C'est la seule aussi qui possède un régulateur de vitesse. Et puis en plus de ça, on a un nouveau tableau de bord TFT en couleur avec un petit affichage horizon artificiel façon avion, c'est sympa. Et aussi un shifter de série. On a noté aussi sur la Kawa de gros efforts sur le style et la finition. Il y a les optiques qui changent à l'avant comme à l'arrière. Et en plus de ça, il y a pas mal de détails de finition super sympas. Comme les petites écopes en alu brossé. On a ça, on a un écusson sur la selle aussi, on a des caches en plastique sur le cadre, plastique, mais bien peint, c'est soigné. Dernier point très important sur cette Kawa, c'est qu'avec tout ce qu'elle apporte en plus et en mieux, elle arrive à être 300 balles moins chère que le millésime 2024. Ça, par les temps qui courent, c'est quand même un petit miracle. On passe à la Suzuki avec sa partie cycle. C'est la seule à hériter, en plus du moteur de la GSX-R, de sa partie cycle. Donc là, on a un gros cadre périmétrique alu, un gros bras oscillant type banane renforcé. Ça fait vraiment costaud, quoi. Et puis là, on a un bâti aussi boulonné, argenté en tube. C'est joli, ça fait sérieux. Toujours à propos de la partie cycle, la Suze, c'est la seule à avoir un pneu large de 190 mm. C'est 180 sur les autres seulement. Puis en parlant des pneus, il faut quand même qu'on précise que Suzuki nous ont monté des Sport Smart MK4, alors que la montre d'origine, c'est des Road Sport 2 qui sont un cran en dessous. Bah c'est bien, mais c'est un peu de la triche quand même. Le réservoir de la Suze, il contient 19 litres, c'est 2 de plus que sur les autres motos. A noter aussi que cette année, en 2025, la GSX-S 1000, elle a un nouveau tableau de bord TFT en couleur. Franchement, c'est le plus lisible, le plus sympa, le plus intuitif, il est vraiment très bien.
À l'inverse, côté électronique, on n'a pas de régulateur de vitesse, pas non plus de centrale inertielle et donc pas d'ABS en courbe. À 13 800 balles presque, on a quand même le shifter up and down de série. Allez, on termine avec la Honda. Alors faut avouer que dans ce coloris blanc, elle est plutôt élégante la moto, mais faut avouer aussi que le style n'est pas très original. Il y en a certains qui parlent même de plagiat avec l'ancienne Z1000. Et puis à l'arrière, on retrouve un peu un dessin de Street Triple. Voilà. Ensuite, on peut parler de la finition. Le niveau est correct globalement, mais il y a certains détails, voilà, ça accroche un peu l'œil. Il y a des câbles qui traînent un petit peu par endroits. Le pot est juste énorme. Et puis le cadre en lui-même, ça fait un peu tube de plomberie quoi. Tout ça, voilà, fait que la moto est moins valorisante que les deux autres. Au niveau de l'électronique maintenant, comme sur la Suze, on n'a pas de régulateur de vitesse, pas de centrale inertielle à 6 axes et donc pas d'ABS en courbe. Et en plus sur celle-là de série, on n'a pas de shifter. On peut l'avoir en option, c'est 279 €. Donc toujours au niveau de l'électronique, la Honda elle se rattrape un tout petit peu parce qu'elle propose quand même, c'est la seule, un réglage du frein moteur sur 3 niveaux. Bref, tout ça c'est quand même pas terrible pour la Honda. Du coup notre enquête, elle se complique un peu. D'ailleurs, en poursuivant notre travail au guidon, on a bien failli inculper une moto dont on ne se méfiait pas au début. Pas la Suzuki, non. Parce que même si c'est une très bonne moto pleine de qualité, elle ne fait pas vraiment mieux que les autres, alors qu'elle est nettement plus chère, y compris avec sa promo de 600 € valable jusqu'au 30 juin. Et c'est vraiment dommage, car on a un gros faible pour ce 4 pattes plein de poils et de relief, sans oublier cette gueule musculeuse qui en impose. La Kawasaki, en revanche, elle nous a bien surpris. Son moteur est peut-être le moins puissant dans les tours, mais c'est de loin le plus rond et le mieux rempli au mi-régime. Ajoutez à ça une démule plus courte, et c'est bien elle qui dégaine le plus vite au jeu des reprises. Et ce, quel que soit le rapport engagé. De quoi laisser les deux autres pour mortes à chaque sortie de courbe. Mais le plus fort avec la Z, c'est qu'elle est aussi discrète qu'un ninja passé maître dans l'art de la dissimulation. À l'image de son cadre tubulaire en acier, en couleur et bien visible par endroits, mais caché à d'autres par quelques habits en plastique peint. Et la Z dissimule aussi son tempérament sportif. Avec ses suspensions très souples, sa selle épaisse et ses commandes hyper douces, elle passe d'abord pour un roadster pépère et confortable sur qui on peut vraiment compter au quotidien. A l'inverse, la Honda ne cache vraiment pas ses intentions. Au guidon, la selle est fine et dure. Le levier de frein un peu brutal à l'attaque. Quant au moteur, on oublie la rondeur et le gras de la Kawa pour un côté beaucoup plus aride et plat sous les 6000 tours minute. Mais c'est justement en passant ce cap que la Hornet révèle sa vraie nature. De 6000 à plus de 11 000 tours minute, la blanche Honda entre dans une rage meurtrière qui ne laisse aucune chance aux deux autres. Une attaque d'autant plus létale que la partie cycle de la Honda est de loin la plus affûtée. L'équilibre de la moto fait le reste, par sa géométrie et son bon accord de suspension. La Hornet tranche le bitume à grands coups de lame sans jamais hésiter et avec une vivacité au-dessus du lot. Avec 208,5 kg à plein mesurés sur notre balance, c'est déjà la plus légère du lot. Et pourtant, malgré son statut de tueuse en puissance clairement établi, impossible de coffrer cette Hornet 1000 à l'heure qu'il est. Il nous manque les preuves chiffrées. Combien de victimes aura-t-elle fait au cours de l'année 2025 ? Combien de contrats aura-t-elle volé aux 3160 Kawasaki Z900 et aux 442 Suzuki GSX S1000 vendus en 2024 ? Et avant toutes ces questions en suspens, une autre encore plus importante. Ferez-vous partie des victimes ? Voilà, on a fini le roulage, on va passer au plus et moins des rouleurs et les avis perso. On souligne bien que c'est des avis personnels. Pour le côté objectif, faudra voir dans le magazine. C'est fini, oui ? Descends de ton tabouret. Vas-y, on va le faire comme ça, on peut le faire comme ça. Est-ce que t'étais en train de te foutre de ma gueule? Premier point fort, la partie cycle en général. La Hornet, en plus, moi j'aime beaucoup la position de conduite. Elle est neutre la moto, elle est aussi vachement agile, c'est la plus précise, plus agile. En fait, la moto a une assiette assez plate. On n'est ni trop basculé sur l'avant, ni trop sur l'arrière. Toujours au niveau de la partie cycle. J'ai dit cycle. Les suspensions sont excellentes sur la Honda. Je m'attendais pas à des suspensions aussi progressives, aussi efficaces. Assez fermes. C'est une moto qui est faite pour l'attaque. Quand on conduit sportivement, ça va nickel. Pas inconfortable pour autant. C'est un bon compromis. Il y a un guidon assez large, du coup ça donne un bon bras de levier et comme elle est hyper agile, on arrive à bien combiner la position et l'agilité. Et je pense qu'elle est bien aidée aussi par sa monte de pneus, les Bridgestone S22 qui lui correspondent parfaitement. Troisième plus que je lui donnerais, c'est son freinage. C'est assez puissant, il faut pas trop tirer sur le levier sinon c'est assez sec. J'aime bien aussi les assistances électroniques, ça fonctionne plutôt pas mal, si ce n'est le traction control qui a tendance à se déclencher un peu tôt quand tu es en mode road et on le sent quand on est en plein angle. Ensuite le moteur, alors ce 4 cylindres, pour ceux qui aiment les moteurs rageurs, là ils vont être servis. C'est vraiment celle qui est la plus rageuse, celle qui prend une allonge incroyable. Elle n'est pas censée avoir cette version standard de valve à l'échappement, c'est réservé à la SP normalement, et pourtant à partir de 6400 tours, il y a un petit gap où là elle change de visage et après ça tire et on a même des fois
du mal à arriver à taper le rupteur. Elle crie en plus, le pot, il sort un son hyper strident, c'est vraiment chouette. Alors moi c'est pas trop ma cam en fait. Je préfère les motos, surtout sur des 1000, un gros 4 cylindres 1000 pour moi. C'est quelque chose qui reprend bien en bas, qui a de la gouache, qui est bien à mi-régime. Celle-là c'est un vrai moteur de CBR à la base. Et enfin le prix, hyper bien placé. 10 599 pour un Roadster 1000 de plus de 150 chevaux Honda, donc avec la qualité et le réseau qui va avec. Là c'est bon gros coup de pression sur la concurrence. Passe au moins maintenant. Le look, je suis pas hyper fan, et la finition encore moins. Quand on se rapproche, il y a des détails voilà, qui sont pas ultra flatteurs. Qualitativement, un cran en dessous de les autres. Le cadre, bon, c'est pas un cadre périmétrique hyper valorisant, il y a quand même des soudures. Ça fait pas gros roadster sportif comme elle l'est à la conduite quoi. Il y a des durites un peu apparentes. Le silencieux, il n'y a même pas besoin de le critiquer, vous pouvez le faire vous-même. Pas fou dingue. C'est un Roadster 1000 merde, donc faut que quand on rentre dans le garage, ça ressemble à un truc quoi. Elle ressemble à un truc, hein. Je parle pas de la gueule, je parle vraiment de la finition. Il n'y a pas des petits agréments, des petits détails esthétiques. Le confort de selle c'est pas terrible. Alors il faut rouler un peu longtemps avant de ressentir que c'est moins confortable que les autres. Mais voilà, épaisseur un peu plus fine. Alors vous avez vu, je suis hyper grand en fait. Et les jambes sont malgré tout un peu repliées pour moi. Ça se ressent sur le confort général de la moto. Autre petit point qui m'a un peu gêné, l'attaque du frein. Il y a du mordant, ça c'est sûr, mais c'est un peu trop brutal et je trouve pas forcément hyper dosable comme on peut l'avoir sur d'autres roadsters plus haut de gamme. Alors évidemment, elle est à 10 600 balles. À bas régime, on va pas dire qu'il est creux, mais voilà, il y a moins d'agréments que sur les deux autres. D'autant qu'on n'a pas de shifter sur cette moto. Vous pouvez le mettre en option, ou alors vous choisissez la version ASP, mais c'est vrai que ça manque. C'est un mec en fait, c'est un manager de 35 ans qui est efficace, qui fait du sport, mais quand tu l'as à table, il est pas forcément drôle quoi. C'est tout, attends. Ouais, c'est tout. Alors la Suzuki, premier plus, le moteur. Je le trouve vraiment cool, il est plein, il y a un peu de caractère, c'est un peu moins rugueux à bas régime que la Hornet, mais en même temps j'ai l'impression que c'est quand même mieux rempli. Elle est puissante, ok. De l'agrément à bas et mi-régime, je trouve qu'elle est moins bien que la Kawa. Moi, un des trucs qui me touche sur cette moto, c'est la sonorité du moteur. Sur toute la plage de régime, ça grogne, ça fait comme un fauve là. Et surtout, je trouve qu'il y a une vraie différence entre le mode B et le mode A. Et le truc, ça devient une catapulte. C'est-à-dire que dès 3000 tours, ça reprend. Et là, vous oscillez que entre 3 et 6. Et c'est vraiment... je trouve ça fun, quoi. Wouah. Pourtant, le moteur n'est pas forcément rugueux, il est assez doux, quoi. Mais au niveau de la sonorité, il y a un truc qui se passe, comme une GXXR à l'époque, une GXXR. Enfin, vous voyez quoi, ce que je veux dire. Ça sonne vraiment bien. À tous les régimes. En plus, je mettrais le look. Alors voilà, je vais pas vous dire que j'ai flashé, mais... Héritière de la GSXR, le beau cadre, le bras oscillant qui est renforcé, on le voit pas, mais de l'autre côté, voilà, c'est une belle pièce. Il y a plein de petits détails, pareil, c'est peut-être pas aussi soigné que sur la Kawa, mais il y a des efforts. Ok, l'échappement, ça a été dit et redit, c'est vrai que c'est joli. Tellement sur les autres, ils sont moches en fait que là ça vaut le coup. Inspiré, c'est hérité plutôt des GSXR. Avant, c'était une sportive ce truc. Le tableau de bord, alors il est moderne, il est en couleur, mais il reste simple au niveau de toutes les fonctionnalités, de l'affichage, c'est le meilleur. La tenue de route, une fois qu'elle est placée sur sa trajectoire, la moto, elle ne bouge plus. C'est pas la plus agile, il y a un côté un peu feignant comme ça, lourdeau et relativement précis quand même que j'aime bien aussi. Ça c'est des préférences, hein, mais je la trouve plutôt saine et précise. Si vous réaccélérez un peu tôt avec la puissance moteur, ça va légèrement bouger de l'arrière. La vraie qualité que je trouve à cette moto, c'est la position de conduite. C'est celle sur laquelle je me sens le mieux. Je parle pas de confort, je parle vraiment de position de conduite parce que son guidon est un petit peu plus large que celui de la Kawa et la selle est assez confortable, assez large. Et en partie cycle, c'est quand même une bonne bécane. La position des repose-pieds, elle est parfaite et c'est ce qui fait que quand on attaque, on se sent bien dessus. C'est pas tant grâce à la qualité des suspensions qui est pas spécialement formidable. C'est vraiment pour moi la position. Enfin, voilà, petit côté complètement perso. Moi, j'ai une petite tendresse pour cette moto. Voilà, effectivement, elle peut être un cran en dessous des autres, mais elle génère des émotions quand même. Merde. Les moins, je la trouve pas très jolie la Suzuki, mais c'est un look quoi. Pour moi, c'est vraiment la moto des années 90. Je trouve plus que ce soit valorisant en fait ce genre de moto là. Dans les moins, un truc incompréhensible, c'est le frein avant. Mais c'est juste, ça freine pas. Mais je pense que là, c'est très particulier. C'est propre à cette moto. Est-ce que c'est un mauvais choix de plaquette, une mauvaise association entre le mètre cylindre et les étriers? Je sais pas. J'ai failli cartonner Aurel plusieurs fois. Hein? J'étais derrière, j'étais en phase de dépassement. C'est un peu dommage sur une moto qui a ce potentiel sportif, quoi, parce que ça arrive vite quand même à 152 chevaux. Après, au niveau de l'électronique, moi je trouve qu'il y a des petits à-coups qui restent au niveau de l'accélérateur quand on remet les gaz. Au niveau du shifter aussi, c'est moins doux. Bon, alors ça, c'est lié aussi à la boîte, j'imagine. Moins doux que sur la Kawa. Bon, elle a le mérite au moins d'avoir un shifter en série, ce que n'a pas la Honda. Troisièmement, c'est son prix, évidemment.
puisqu'on est dans un comparatif, on les compare aux autres. Bah voilà, c'est sûr que les deux autres, elles lui mettent un gros coup de pression. Ça devient difficile de justifier l'écart de prix. Déjà, dynamiquement, il n'y a pas les 3000 € d'écart. Elle va être efficace à peu près au même niveau, peut-être un cran moins à l'attaque pure que la Hornet. Elle se classe en tout cas au même niveau que les deux autres. Autre point négatif, les suspensions. Alors, c'est pas la cata, c'est pas la plus confortable, déjà quand on roule tranquille. Et quand on attaque, elles sont assez fermes et elles génèrent pas mal de mouvements sur la moto. C'est pas la meilleure au niveau de la partie cycle, pas la meilleure au niveau du moteur, c'est pas la meilleure nulle part en fait, et c'est la plus chère. Ça pose un petit problème. En conclusion, cette moto, elle me laisse assez rien, quoi. Enfin, c'est quelqu'un comme... Non, je vais pas dire son nom, mais qui aurait pas beaucoup de personnalité, quoi. Et petit truc toujours dans la vie, très subjectif, faut arrêter avec les plastiques moulés semblant camouflage, là. C'est hyper mauvais goût, surtout en ce moment. Arrêtez avec ça, quoi. Faites-nous des trucs... Merci. Petite correction, ça, c'est pas camouflage, c'est du carbone forgé. L'autre, le petit, là, il y connaît rien. Bon, après, c'est vrai que c'est moche. Les plus, les moins de la Kawasaki. Moi, je vais commencer par le confort général de la moto, aussi bien la selle que les suspensions. Kawa, cette année, ils ont été jusqu'à changer la boucle arrière pour l'abaisser et pour rajouter de la mousse sans que la moto soit trop haute. Franchement, ça se sent tout de suite. Par rapport aux deux autres, il y a une vraie différence en termes de confort, de moelleux. Peut-être pas la plus spacieuse, mais en tout cas, elle est parfaitement dessinée. C'est la moto avec laquelle je me verrais rouler tous les jours. C'est combiné à des suspensions assez souples. On a aussi un confort qui est lié aux suspensions. C'est la plus limitée côté sportif. Elle n'est pas cassante, cette moto. C'est pas tous les jours qu'on a un roadster positionné sportif à ce niveau de confort-là. C'est la plus haute de celle. Alors là, si vous êtes petit, vous toucherez un peu moins par terre. Par contre, si vous êtes grand, la distance elle repose-pied, c'est là où vous aurez les jambes moins pliées. Et ça, c'est cool. En termes d'agrément, donc il y a le moteur. 90% du temps, vous sentirez pas qu'il y a un déficit de 30 chevaux par rapport aux deux autres. À bas et mi-régime, il est vraiment incroyable. Au guidon, c'est vraiment celui qui offre le plus de couple, là où on l'utilise 90% du temps. C'est tout l'opposé de la Hornet, qui elle est une vraie sportive. Il n'y a aucun à-coup, tout est feutré et en même temps, il y a une bonne sonorité, il marche bien. Alors oui, Il y aura peut-être un côté déceptif par rapport aux deux autres qui sont des 1000 qui prennent plus d'allonge. là, on a un vrai moteur qui est sans faute en fait. Pas de vibration, hyper soft. Là, on a un moteur de base qui, je crois, vous allez vérifier. Moi, je suis pas du tout un expert dans le moto, j'y connais rien. Mais vient du ZX9R, donc c'est un ancien bloc. Mais vraiment, ce moteur, il est top quoi. Parmi les plus aussi, je mettrais la finition parce qu'il y a plein de petits éléments qui sont hyper valorisants et se remarquent tout de suite quoi. Je trouve que la Hornet, par exemple, si on la gare, ça va être moins évident de flasher dessus. Ils ont revu l'arrière. Je trouve ça plutôt mignon. Si c'était quelqu'un, ça serait le pote que j'appellerais le vendredi soir pour aller boire un coup parce que c'est cool quoi. C'est pas peut-être pas le plus malin de la bande, c'est peut-être pas celui qui gagne le plus, mais c'est celui avec lequel on passe les meilleurs moments quoi. C'est celle qui fait presque le plus haut de gamme dans les trois motos, c'est la moins chère pourtant. Kawa a fait un effort et à moins de 10 000 €, il faut souligner ça. Autre point fort pour moi par rapport aux autres, c'est celle qui a le meilleur freinage. C'est pas parfait, mais en gros, il y a du mordant Il y a une douceur de fonctionnement, douceur des commandes, l'embrayage c'est incroyable. et il y a un peu plus de finesse au moment de l'attaque, c'est moins brutal que la Hornet. Tout répond de façon hyper souple, que ce soit l'accélérateur, le frein, l'embrayage. On a l'impression de prendre un levier qui est dans une mode de beurre fondu tellement c'est souple. La douceur des suspensions qui a un défaut à l'attaque, je le mettrais dans les moins, mais qui est une vraie qualité. Toutes les fois on n'attaque pas, c'est-à-dire 99% du cas. Autre plus sur cette moto, c'est le shifter. Il passe crème à tous les étages, même à bas régime, montée et descente. Le shifter est de série et c'est celui qui fonctionne le mieux. Même si c'est des Roadster 1000, globalement, toutes faciles à conduire. C'est une moto qui est vraiment cool, soft, smooth. Et enfin le prix, voilà, si vous la prenez en noir, donc pas cette version-là, c'est moins de 10 000 balles. C'est un effort et c'est bien de le souligner. Dans les moins, c'est la moto qui est quand même la moins dynamique, on va dire, à l'attaque. Alors il n'y a qu'un seul réglage sur la fourche, c'est la détente. Là elle est vissée à fond, on peut la dévisser à fond et ça changera rien. Quand on passe de la Hornet à celle-là, tout de suite, on a l'impression qu'elle t'embarque un peu à l'extérieur et il faut se réhabituer un peu à une sorte de mollesse comme ça. Si vous attaquez sur route bosselée, ça va un peu plus bouger que les autres. Ça va pas dévier forcément votre trajectoire, il faut juste en être conscient. Malgré la souplesse des suspensions, elle n'est pas complètement larguée quoi. Ça reste à relativiser, la moto elle fait le job sur des belles routes, il n'y a rien à dire. L'autre défaut, c'est la moins facile à prendre en main quand on n'est pas grand quoi. Voilà pour moi. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup de moins sur cette moto. Alors mon classement, je fais gagner la Hornet parce que vraiment la position de conduite, elle me convient parfaitement. C'est vrai que le moteur, il a un poil plus creux que les autres, mais bon, ça reste quand même un 1000. C'est-à-dire que le truc, il tracte quoi. Je me sens hyper bien, elle est hyper agile, c'est ma gagnante. Derrière, et c'est pas simple de les départager, donc je vais faire un peu de langue de bois, je vais les mettre ex aequo, la Suzuki et la Kawa, pour des choses différentes, mais Ça c'est pas bien de pas prendre parti. ouais. C'est pas bien de pas prendre parti.
C'est mon Vas-y, mon côté suisse. Moi, je suis pour tout le monde. Donc égalité, Kawa Suze, mais pas pour les mêmes raisons. Kawa pour le côté confort général, moto hyper agréable, douce. Et la Suze quand même, voilà, il y a un peu de piquant dans le moteur, ça marche. Et puis, bah, je trouve que c'est la plus jolie. Tu es ma préférée. Mon coup de cœur, ma préférée, c'est la Z900. En fait, c'est pas logique, c'est pas objectif, mais subjectivement, c'est celle avec laquelle je me sens le mieux. Et c'est marrant, c'est arrivé tout de suite dans le comparatif. Après, je me suis dit, non, bah attends, fais gaffe, sois attentif aux autres, prends la Suze, passe du temps avec, la Honda. Et malgré tout, ce coup de cœur est arrivé tout de suite, donc pour moi, c'est la première. La seconde, c'est la Hornet, parce qu'elle a des qualités dynamiques, notamment à l'attaque, qui sont incroyables. Les troisièmes, c'est la Suze, j'ai du mal à la comprendre. Alors mon classement, première, la Kawasaki. Parce qu'à mon sens, elle est plus polyvalente, elle perd pas grand chose en sportivité par rapport aux autres et elle apporte un vrai plus en termes de confort, de rondeur et voilà, elle est devant pour moi. En plus, c'est la moins chère donc ah oui, il faut que j'enchaîne avec les deux. Deuxième quand même, la Honda parce qu'ils ont fait quelque chose de très fort pour marier ce côté prix accessible et rage au niveau moteur, au niveau partie cycle. C'est vrai que c'est une moto très affûtée et c'est difficile de passer à côté d'une telle moto comme ça quand on regarde le marché et le rapport qualité-prix. Et troisième, bah, la Suzuki. Alors moi, je lui trouve pas mal de petites aspérités qui en font un bon caractère au niveau du look, du moteur. À 13 800 balles, c'est compliqué de rivaliser avec les deux autres motos, quoi. Voilà, fin de ce petit comparo sympa de Roadster 1000, à peu près 700 km de petite route entre l'Ardèche et la Drôme. On s'est bien marré. N'oubliez pas que tous les avis qu'on a donnés sont des avis personnels. Pour avoir le côté objectif avec le tableau de notes, faudra aller dans le magazine qui sera en kiosque à peu près en même temps qu'on aura mis cette vidéo en ligne. Petite conclusion avec les autres frères Dalton. Avrel, qu'est-ce que t'en dis toi? Allez vous faire foutre. C'était un beau petit comparo avec 3-4 cylindres. Il n'y en avait plus beaucoup ces derniers temps. Je trouve que ces moteurs, ils ont vraiment de l'agrément et encore de l'avenir. Et c'est bien que les Japonais continuent, c'est vrai. Joe, à toi. Salut, moi c'est Joe. Je suis d'accord en fait sur le fait que les 4 cylindres sont là. J'avais un petit doute en fait au départ. Je me disais, bah, 4 cylindres aujourd'hui c'est terminé avec tous les bicylindres en ligne qu'on a, les 3 cylindres, plus de caractère, etc. Il y a toujours une personnalité du 4 cylindres et ça c'est vraiment sympa. Et je trouve que c'est la Kawa qui en donne le plus. Et sinon, je vous ai parlé tout à l'heure de cette personne que je connais bien qui n'a pas de personnalité. On dira son nom en antenne. Allez, ciao et bonne route.